Chapitre 4. Mai, juin, juillet. Voici le plein été. Le pays est sorti de sa douce torpeur pour accueillir les légions pâles des citadins en vacances. Mais, à Coberdanik, la saison ne change pas grand-chose, puisqu'il n'y a que 2 maisons et que ni Madame Boniek ni Mamita n'accueillent d'estivants. Comme d'autre part, le hameau est situé dans un cul-de-sac. Bien rares sont les vacanciers qui viennent s'y égarer. Le palimpeste est terminé. Ça y est, depuis le 27 juin. Mamita l'a lu et relu, corrigé, raturé, recopié. Elle en a fait un beau paquet qu'elle a expédié en recommandé aux éditeurs. Il n'y a plus qu'à attendre la réponse. Félix imaginait qu'après le palimpeste, Mamita prendrait de vraies vacances, mais pas du tout. Elle s'est remise aussitôt à écrire. C'est une véritable maladie. Au mois de juin, il a beaucoup plu. Les paysans ont eu du mal à rentrer leur foin. Ils n'arrivaient pas à sécher, et il ne faut pas le rentrer lorsqu'il est mouillé, parce que alors il gonfle, il pourrit. Heureusement, depuis le début de juillet, il fait beau à nouveau. Les foins sont engrangés. Bientôt ce sera le tour des blés qui sont maintenus tout dorés, tout blonds, comme les cheveux de Vonique Boniek. Les Boniek sont partis depuis 8 jours, tous les 3. Le bateau de Madame Boniek est arrivé au Havre, et, comme il est en réparation pour 1 mois, Madame Boniek, Vonique et Soisic sont partis là-bas. Heureusement que c'est pendant les grandes vacances. Muguette la vache a été mise en pension chez les fermiers d'un village voisin, mais Bihan a été confié à Mamita. Il a été un peu triste de voir partir ses maîtres. Il a pleuré toute une nuit, mais il a dû comprendre que Félix lui a dit « Ne pleure pas, mon Bianic, ils reviendront, tu sais. Ils sont partis voir leur papa au Havre. En attendant, je vais bien te soigner, tu vas voir. Puis, tu as Cancan, Mamita, moi, tout le monde. Tu n'es vraiment pas un chien abandonné. » Bihan a pris le parti d'attendre. Il va dormir chez lui dans sa niche. Mais le matin, il arrive à Timangos en remuant la queue et il est très content. Enfin, tout ira pour le mieux s'il n'y avait pas eu la grande maison. Enfin, tout irait pour le mieux s'il n'y avait pas la grande maison. Elle pousse, c'est fou, presque comme un champignon après la rosée du matin. Félix n'aurait jamais pensé que cela puisse aller aussi vite. Quand ils ont terminé les fondations, les ouvriers ont commencé à empiler des pierres. C'est d'ailleurs très intéressant de les regarder faire. Et si seulement la maison ne se construisait pas dans la prairie qui mène à la mer, Félix aurait trouvé beaucoup de plaisir à ce spectacle. C'est une très grande maison, très belle, il faut bien le reconnaître, tout en pierre taillée, dans du granit rose. Elle n'a qu'un étage, elle s'étale tout en longueur, cachant le petit morceau de mer qu'on apercevait jadis entre les 2 pentes du vallon. Les couvreurs sont en train de poser dessus un grand toit d'ardoise bleue. Les maçons construisent maintenant une autre maison toute petite. Ce sera la maison du gardien, ont dit les ouvriers à la grande amie la fille de Félix. Les couvreurs sont en train de poser dessus un grand toit d'ardoise bleue. Les maçons construisent maintenant une autre maison toute petite. Ce sera la maison du gardien, ont dit les ouvriers à leur grande amie la fée Félix. Aïe, il y aura donc un gardien. Le grand mur n'est toujours pas construit et Félix essaie de se rassurer. Peut-être que finalement la dame n'aura pas assez d'argent pour tout faire. Peut-être qu'elle laissera les barbelés sous lesquels il est si facile de se glisser, surtout quand on en a pris l'habitude. Mais dans le fond, Félix sait bien que le mur sera construit un jour ou l'autre. Elle essaie de ne pas y penser. Elle fait comme le lui a recommandé Mamita. Elle évite de noircir l'avenir. Elle se baigne chaque matin, chaque après-midi. Il n'y a presque personne sur la plage. Quelques campeurs là-bas tout au bout, 2 ou 3 groupes d'estivants. C'est à peu près tout. Félix n'est pas du tout égoïste. Elle veut bien prêter sa plage à tout le monde,
pourvu seulement qu'on lui laisse le droit d'y aller librement. Madame Arnaldejou n'est pas revenue depuis le jour où Félie a failli être renversée par sa voiture. Mais, d'après les ouvriers, elle ne devrait pas tarder à faire son apparition. Félie pense à toutes ces choses, alors qu'elle fait la sieste devant Tinmangoz. Bihan dort à côté d'elle, et Cancan, comme d'habitude, a fait son nid dans ses poils rêches. Félie est allongée sur un matelas pneumatique. Elle est bien. Là-haut, juste au-dessus de sa tête, il y a des nuages qui passent venant de la mer. Ils vont vite. On dirait une troupe de Normands montant à l'assaut du château de Sonsigno. Ou bien des vagues un jour de tempête, ou bien des moutons. Il y en a qui ressemblent à des bonhommes. Celui-ci tout rond, tout ventru, on dirait monsieur Benvel l'épicier. Celui-là, tout long, tout maigre, c'est le docteur Narvor, le médecin de Sarzeau, qui est si gentil qu'on ait presque envie de tomber malade exprès pour qu'il vienne vous soigner et bavarder avec vous. Ce petit nuage tout rose, Félie aimerait bien lui ressembler. Il va vite. Il vient de doubler monsieur Benvel. Il arrivera sûrement le premier, si seulement il sait où il va. Il fait très chaud. Un grillon chante quelque part dans un trou de mur. Vivement l'heure du bain, songe Félie avec délice. Elle a parlé tout haut. Bihan se met à remuer la queue. Cancan ouvre ses petits yeux ronds pleins de sagesse. C'est l'été. Vonique et Sozik sont rentrés du Havre, ravis de leur voyage, mais bien contents tout de même de retrouver la plage, la mer, Muguette et Bihan. Tu comprends, a dit Vonique, ce serait tellement mieux si nous y avions été en hiver, pendant la classe, parce que le Havre au mois d'août, c'est chaud. Il y a la mer, a dit Félie. Oh, la mer, dans le port, elle est toute sale, pleine de mazout. Mais les plages, beaucoup trop de monde, et puis elles sont en galets, pas en sable. On est mieux ici, dit Félie. 13 août, marée de 102. 102 indique coefficient de la marée. Il s'agit d'une marée plus forte que la normale. Marée 102, dit l'annuaire des marées. La veille, Félie, Sozik et Vonique ont préparé les havenaux, les fines à crevettes, recousus, les sacs rassemblés, les crochets. Très tôt, ils ont gagné leur terrain de pêche sur la grande plage. Sozik et Félix pêchent la crevette. Vonique, qui est un homme, cherche les crabes dans les rochers et ne désespère pas de mettre la main sur un congre ou, qui sait, sur un homard. Cela s'est déjà vu. Félie préfère de beaucoup la pêche à la crevette. D'abord, la crevette ne mord pas, et puis c'est bien plus drôle de se promener dans l'eau en poussant le havenot devant soi. On ne sait jamais ce qu'on va y trouver quand on la relève. Des crevettes, bien sûr, et beaucoup d'autres merveilles. De petites algues vertes, jaunes, rouges finement découpées, des étoiles de mer, des petits poissons qu'on peut admirer tout à loisir avant de les rejeter dans l'eau. Des coquillages, des crabes minuscules, des oursins et tant d'autres choses. Félie n'arrête pas de s'extasier. Oh, Sozik, Sozik, regarde, l'amour de petite araignée de mer. Elle est maladroite comme un bébé. Elle remue ses grandes pattes. Chut, dit Sozik, tu vas effrayer les crevettes. Sozik ne pêche pas pour rire. Elle est sérieuse, comme si elle travaillait. Les filles, ouh! C'est la voix de Vonique. Elle claironne. Il a dû trouver quelque chose de formidable. D'ailleurs, il agite un poisson énorme au bout de son morvet. Le morvet, sorte de lance de fer terminée par un trident. Venez voir, venez voir. Félie court de toutes ses jambes, suivie par Sozik. Elles arrivent bientôt à la hauteur de Vonique. Oh, Vonique, qu'il est gros! Qu'est-ce que c'est? Vonique est très fier de lui. Ne le touchez surtout pas, dit-il. C'est un trembleur. C'est méchant? Ça pique? Non, mais ça envoie des châtaignes. C'est un poisson torpille. Il fabrique de l'électricité et décharge du courant. Si jamais tu le touches là où il ne te faut pas, tu reçois une décharge, comme si tu mettais tes doigts dans une prise. Félie fait prudemment 3 pas en arrière. On ne sait jamais.
Le trembleur est vraiment très gros. On dirait une raie. C'est assez peu rassurant. Feli préfère les crevettes. La pêche reprend et dure jusqu'à ce que la marée montante vienne envahir les mares et submerge les roches. Elle monte vite. Il est temps de rentrer, dit Vonique. Il rayonne. Outre son trembleur, il a au moins une 50aine de crabes et un petit conque. Soïjik a bien une demi-livre de crevettes. Et quant à Feli, si son sac est bien rempli, c'est surtout de coquillages, d'étoiles de mer et d'oursins. Mais il y a tout de même au moins une vingtaine de crevettes. Les 3 enfants remontent vers Kebordanik. C'est fatigant la pêche. Feli a mal aux reins, mal aux jambes. Mais, comme dit Madame Monique, c'est de la bonne fatigue. J'ai une faim de loup, dit Vonique. Moi aussi. Et moi alors? Ils peinent dans le sable sec, gravissent péniblement la dune. Bian, qui les attendait, aboie joyeusement. Mais soudain, Feli n'a plus envie de rire. Elle ne sent plus ni sa faim, ni sa fatigue. Oh, regardez, dit-elle. Cette fois, ça y est. Ils ont commencé le mur. Oh, ce n'est encore rien. Un trou, quelques pierres. Mais Feli le voit déjà comme s'il était terminé. Oh, massif, impénétrable, infranchissable et barbelé. Ce n'était rien, mais ces pierres. Feli n'entend plus rien. Elle court vite pour cacher ses larmes entre les bras de Mamita. Il fait bien 2 mètres de haut. Il court comme un grand serpent gris à travers la lande jaune et verte. Il monte à l'assaut des pentes du vallon, il s'enfonce dans les ajoncs, il barre la route, il efface ce paysage, il cache la mer. C'est le mur. Il est fier de lui, orgueilleux, sûr de sa puissance. Il fait penser à un nouveau riche. Il est trop neuf, trop grand, trop. Tout. Feli ne peut pas le sentir. Pour le moment, ce n'est pas qu'il la gêne beaucoup. Le portail n'est pas encore mis et elle peut donc passer librement sous les yeux amicaux des ouvriers. Elle longe la grande maison arrogante, elle aussi, avec ses volets bleus de nuit et son toit brillant. Feli dévale la prairie jusqu'à une petite porte percée dans le mur, du côté de la mer, et qui n'est pas fermée à clé. Alors elle se retrouve chez elle. La plage l'attend, comme autrefois. La mer lui fait des sourires. Non, rien ne serait changé si seulement il n'y avait pas cette maison. La petite maison du gardien est terminée. Elle flanque le grand portail du côté de Kebordanik. C'est une très jolie petite maison de 4 pièces. Mais tout cela est bien inquiétant. La dame est venue à 2 reprises, mais à chaque fois, Feli n'a vu que la grosse voiture passer devant Timangoz à toute vitesse. Fernand, le chauffeur, ne l'a même pas reconnu. Il est vrai qu'il ne sait pas que Feli habite à Kebordanik. Toujours d'après M. Benvel, c'est un grand journal cet épicier-là, la dame viendrait habiter sa maison avant l'hiver. C'est ça le plus terrible. Si seulement elle n'y était venue que l'été. Mais non, il paraît qu'elle veut y habiter tout le temps, comme si elle n'était pas mieux à Paris. Enfin, peut-être qu'elle s'ennuiera et qu'elle repartira bientôt, mais il y aura toujours le gardien. Maintenant, c'est le mois de septembre. Presque tous les estivants sont partis. Vonique et Soïzik vont bientôt reprendre le chemin de l'école. Mamita a dit que Feli irait peut-être avec eux, mais au printemps prochain seulement. Toujours pas de nouvelles du Pampelpest. Mais d'après Mamita, c'est normal. Il ne faut rien attendre avant au moins 1 mois. Elle a prêté son manuscrit au docteur Narvor. Il est venu à Kebordanik parce que Feli avait un peu d'urticaire. Le docteur l'a lu. Il a félicité Mamita. Il a dit qu'il n'était pas un spécialiste de la littérature, mais qu'il avait trouvé le Pampelpest très beau, très convaincant. Feli n'a pas été étonnée, mais Mamita était ravie. Elle a rougi, comme si elle avait honte. Du coup,
Elle a invité le docteur et sa femme à venir dîner un soir à Kebordanik. Ils doivent bientôt venir. Feli en est très heureuse. Elle trouve que sa mamita vit trop comme une sauvage. Feli remue toutes ses pensées avant de s'endormir. Elle est dans son lit, sa poupine Dalida à côté d'elle, son ours Niki à ses pieds. Feli aime bien sa chambre. Elle est toute petite, blanchie à la chaux. Un grand rideau rouge obstrue la fenêtre. Ici, Feli est vraiment chez elle. Mamita lui laisse toute la liberté pour décorer sa chambre, si bien qu'on y trouve beaucoup de choses. Des coquillages sur la cheminée, des galets de toutes formes et de toutes couleurs, des branches, des fleurs séchées, puis tous les jouets de Feli. Outre Dalida et Niki, déjà nommés les préférés de Feli, il y a Mardoché, un éléphant à roulettes, et 2 poupées, Célimène et Harrisonoé. C'est Mamita qui leur a donné leur nom. Il y a aussi des livres, Alice au pays des merveilles, 5 semaines en ballon, la famille Fernouillard, David Copperfield et puis des tas d'autres, des albums, des illustrés et Feli adore lire. Ce soir pourtant, elle pense à tout ce qui la préoccupe. À Mamita d'abord, qui fait toujours semblant d'être contente, mais qui a l'air tellement triste sitôt qu'elle croit que Feli ne la voit pas. Feli sait bien pourquoi. Elle pense à son mari, au papa de Feli, qui les a laissés seuls toutes les deux. Mamita a toujours du chagrin. À part Feli et peut-être les livres qu'elle écrit, rien ne l'intéresse, rien ne lui fait vraiment plaisir. Feli se demande comment elle a fait pour inviter le docteur Narvor et sa femme. C'est peut-être qu'elle va un peu mieux, mais ce n'est pas certain du tout. Ensuite, il y a la maison neuve, la dame, le gardien, l'accès à la plage menacée. C'est beaucoup de soucis pour une petite fille. Enfin, peut-être que tout finira par s'arranger. Peut-être que Mamita reviendra vraiment heureuse. Peut-être que la dame prendra Feli par la main et qu'elle lui dira « Feli, tu es ici chez toi, la plage est à toi, tu peux passer dans ma propriété quand tu veux, aussi souvent que tu veux. » Peut-être, peut-être. Feli remonte un peu la couverture sur ses épaules. Sa main se pose sur les cheveux dorés de Dalila. Feli dort. Feli est parti loin de Tim and the Ghost, loin de ses soucis. C'est pour cela qu'elle n'entend pas le bruit d'une voiture passant dans le village de Koperdanik. Debout, Maminette. Feli ouvre un œil, l'autre se blottit dans les bras de Mamita. Quelle heure est-il, Mamita? 8h30. Il fait beau? Pour toute réponse, Mamita tire le rideau rouge. Le soleil entre à flot dans la chambre de Feli. Chic, je vais aller à la plage. Un quart d'heure, Feli est habillée, lavée, son lit est fait, elle prend son petit déjeuner, bavarde un peu avec Mamita, la voilà dehors. Bonjour Cancan, Can. Il accourt en roulant comme un vieux chalutier. Cancan. Oui, nous allons nous promener, viens. Cancan prend son allure de promenade digne, un peu compassée. Comme il passe devant chez Madame Boniek, Bihan aboie pour dire bonjour à ses amis. Bonjour Bihan, dit Feli. Elle passe devant les maisons en ruine et se dirige vers le mur, ou plutôt vers l'emplacement du portail. Elle chantonne les alboroges, et il fait si beau. Elle va bien s'amuser à la plage. Hop, vous là. Feli se fige. Son cœur bat à toute vitesse. Cette voix qu'elle ne connaît pas n'appartient sûrement pas à l'un des ouvriers. Elle tourne la tête lentement, comme si elle avait le torticolis. Où vous allez? Il sort de la maison du gardien. Il est grand, grand comme une tour. Il a des épaules larges et ne sourit pas. Vous? Papa, c'est ici. Ici, maison privée. Le monsieur ne sourit pas. Il a un visage rude, barré par d'énormes sourcils. Il doit bien avoir 60 ans, mais il est tellement grand, tellement fort, qu'il faut regarder sa figure pour s'en rendre compte. Il ne doit pas être français. Il a un drôle d'accent qui sort de la gorge. Il parle le petit nègre. Pas jouer ici, reprend-il en fronçant ses gros sourcils. Défendu. Feli a très envie de pleurer, mais elle sait qu'elle tourne les talons, jamais plus elle n'osera affronter cet homme. Mais je ne fais rien de mal, dit-elle d'une toute petite voix. C'est juste pour aller à la plage, il n'y a pas d'autre chemin. Défendu. Ici, maison privée.
Soudain, il porte un sifflet à sa bouche. Un immense chien apparaît, les oreilles pointées, les babines retroussées, et c'est un Danois. Félie en a déjà vu. Elle sait qu'ils peuvent être très 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 méchants. Cancan, toujours aussi peureux, s'empresse de battre en retraite. Le chien est prêt à s'élancer à sa poursuite, mais l'homme le retient. Couchez, Crassus. Crassus obéit, mais il continue à gronder sourdement. Chien très méchant, dit l'homme. Si toi vouloir passer, hop, lui te manger, miam miam. Compris? Félie n'a plus rien à dire. Elle sent les larmes qui lui montent aux yeux. Elle tourne les talons, s'enfuit, n'entend pas l'homme lui dire. Moi pas méchant, moi je dois. Madame m'a dit personne passer, j'obéis. C'est une Félie en larmes qui vient s'abattre dans les bras de Mamita. Mon Dieu, ma Minette, que se passe-t-il? Félie finit par reprendre assez de souffle pour pouvoir raconter l'affreux malheur. Longtemps, Mamita la berce, la console, comme quand elle était toute petite. Les pleurs finissent par s'apaiser. Alors Mamita dit d'un tout petit ton décidé qu'elle prend dans les grandes occasions. Je vais aller trouver ton Cerbère. Il va voir. Et Mamita a l'air tellement assurée que Félie ne peut s'empêcher de reprendre un peu confiance. Une demi-heure plus tard, Mamita revient, assez contente d'elle-même, il faut bien le dire. Félie a fait la vaisselle durant ce temps, histoire de se détendre un peu les nerfs. Alors Mamita, alors ma Minette, eh ben, c'est arrangé, pour le moment du moins. Oh Mamita, tu as apprivoisé l'homme aux gros sourcils? Oui, enfin, presque. Tu sais, Félie, je suis arrivée devant la maison du gardien. J'étais plutôt en colère, comme bien tu penses. Mais j'ai quand même réussi à aborder mon plus joli sourire. J'ai frappé, j'ai gentiment salué le Cerbère. Pourquoi l'appelles-tu le Cerbère? C'est son nom? Non, bien sûr que non. Cerbère, pour les Grecs de l'Antiquité, était un chien à 3 têtes qui gardait l'enfer. C'est un surnom, quoi. C'est cela. Bref, il sort, fronçant les sourcils. Moi, maligne, je ne lui dis pas que je suis ta maman. Je lui dis bonjour. Il répond, et figure-toi qu'à son accent, je reconnais en lui un Hongrois ou un Bulgare. Tu sais, j'ai été là-bas autrefois avec ton papa en reportage. Je lui dis, Monsieur, ne seriez-vous pas hongrois? Il sursaute. Il me répond, oui, madame, Budapest. Budapest, oh, la merveilleuse ville. Vous connaître? Très bien. Vous vraiment connaître? Alors je lui parle de sa ville. À mesure que je parle, je vois ses sourcils qui se débroussaillent, ses lèvres qui se desserrent. Il se lance dans une histoire fort compliquée. Il est réfugié hongrois, il a été recueilli par cette dame, madame Arnald Dejoy, et il a l'air de lui vouer un culte tout particulier. Il me dit qu'elle l'a choisi comme gardien de la maison et qu'elle lui a bien recommandé de ne laisser entrer personne. Alors moi, je lui explique tout. Je lui dis qu'il t'a fait très peur. Il est désolé. Moi, gros sourcil, toujours faire peur, petite fille. Pas juste, pas juste. Félie éclate de rire. Allons, ça va mieux. Enfin, dit Mamita, je lui demande de bien vouloir te laisser passer. Je lui explique la situation. Aïe, je vois les gros sourcils de Janos se froncer à nouveau. Il s'appelle Janos? Quel drôle de nom. En Hongrie, c'est un prénom très commun, chérie. Donc, Janos me dit, moi malheureux, moi promis à patronne, je me fais encore plus gentil. Je lui dis que tu seras très sage en passant dans son domaine. Il gémit, le pauvre, partagé entre son désir de me faire plaisir et la crainte de contrarier madame Arnald de Joe. Il finit par céder, mais je dois promettre d'aller le voir parfois afin de lui parler de Budapest. Alors je pourrai aller à la plage? Oui, ma Félie, du moins tant que madame Arnald de Joe n'aura pas elle-même emménagé, parce que Janos a été inflexible. Quand elle sera là, c'est à elle que nous devrons demander l'autorisation. Et Crassus? Mon Dieu, qui est donc ce Crassus? Le chien, le Danois. Mamita lève des sourcils très étonnés. Félie, je ne te reconnais plus. Toi, la mère aux bêtes, tu aurais peur d'un chien? Il est gros, il grogne. Je suis sûre que dans 2 ou 3 jours, vous serez les meilleurs amis du monde. Ma Minette, il n'est que 11 heures. Tu as encore le temps d'aller te baigner.
En passant, tu feras un joli sourire à ce brave Janos. Tu casseras le redoutable Crassus, tu caresseras. En passant, tu feras un joli sourire à ce brave Janos. Tu caresseras le redoutable Crassus. Tout ira bien, tu verras. Tu crois, Mamita? J'en suis sûre, chérie. Si Mamita est sûre, c'est que c'est vrai. Elle ne se trompe jamais. Alors le chemin de la plage est sauvé, une fois encore. Mais pour combien de temps? Chapitre 6. Janos a tenu parole. Lorsque Félix s'est présenté à la grille, tenant Cancan dans ses bras à cause de Crassus, et, pas très rassuré, le Hongrois au gros sourcil a esquissé une grimace qui voulait sans doute être un sourire. « Toi, petite fille Adam qui connaît Budapest ?»« Oui, oui, monsieur. »« Alors, toi, pouvoir passer. Mais quand patronne arrivera, fini. » Félix a filé jusqu'à la plage sans demander son reste. Peu à peu, de nouvelles habitudes se sont créées. Maintenant, elle serre la grosse main de Janos lorsqu'elle franchit la grille. Elle caresse ce pauvre Crassus, qui est beaucoup moins méchant qu'il ne paraît, et qui s'ennuie beaucoup parce qu'il est souvent attaché. Il a fallu que Mamita intervienne pour que Vonik et Soisik puissent également bénéficier de la permission. Mais après 2 heures de conversation sur le Danube, la plaine hongroise, les ponts de Budapest et la musique tzigane, Janos, tout en grommelant, a fini par donner son accord. Les marées d'équinoxe, grandes marées du printemps et d'automne, ont apporté des merveilles tout au long de la plage. Des morceaux de bois bizarrement travaillés par la mer, des algues du large, des bouteilles. Félix regarde toujours dans les bouteilles pour voir si un naufragé n'a pas déposé un message, comme dans Jules Verne. Des écorces de chêne-liège, enfin, tout un trésor. La tempête a sévi plusieurs jours durant. Les vagues étaient énormes et grises et noires, et elles s'abattaient sur la plage comme si elles avaient voulu la dévorer. Il a plu, le vent était déchaîné. Félix aime bien se promener lorsqu'il fait mauvais. Elle met ses bottes, serre ses pèlerines contre elle. Quand ça ne dure pas trop longtemps, c'est presque aussi agréable que le soleil et le calme plat. Le docteur Narvor et sa femme sont venus dîner. Ils sont très gentils tous les deux. La femme du docteur ressemble à la Belle au bois dormant, telle qu'elle est représentée dans le recueil des contes de Perrault, que Philippe possède dans sa bibliothèque. Elle a offert à Félix un collier fait avec des graines. Il est ravissant. Elles sont invitées toutes les deux à déjeuner chez le docteur. Félix est enchantée. C'est dommage simplement que le docteur et la Belle au bois dormant n'aient pas d'enfants avec qui elle aurait pu jouer. Mais il paraît qu'ils ont 3 chassiamois, Zoum, Zim, Zen. Félix pourra les caresser tant qu'elle voudra. Félix est toute seule à Timangoz. Mamita est partie à Sarzeau avec le vélo moteur de Madame Boynek. Félix n'est pas tranquille, surtout depuis sa mésaventure avec le vieux vélo. Elle n'aime pas savoir Mamita sur les routes. Mamita oublie toujours de mettre sa main pour dire qu'elle va tourner. Elle rêve en roulant. C'est dangereux. Heureusement que le vélo moteur ne va pas vite et qu'il n'y a pas plus beaucoup de voitures à circuler dans le pays. Et puis, il fallait que Mamita aille à la poste, à la mairie et aussi chez le dentiste. Comme le temps est pluvieux, Félix reste dans la maison, le nez collé au carreau. Elle regarde Cancan s'ébattre dans la mare. Il adore la pluie. Tiens, le voilà qui sort de la mare. Il s'ébroue, lisse ses plumes, tourne la tête de droite à gauche, de gauche à droite. Il va vers les fossés où l'eau ruisselle. Il plonge sa tête dans la boue. Il mange des tas d'horreurs. Maintenant, il se dirige lentement vers l'autre fossé. Il traverse la route sans se presser, et juste à ce moment-là,
La grosse voiture noire que Félix connaît bien débouche du virage. Cancan, cancan. Ouf. Il a eu chaud. Il s'enfuit en se dandinant et criant de colère. Les pneus de la voiture ont dû passer très vite près de lui, et Fernand n'a pas dû le voir, car il n'a même pas freiné. Félie, curieuse comme une petite pie, prend sa pèlerine et se dirige vers la maison en ruine, d'où elle peut voir le grand portail tout neuf, mis en place la semaine dernière. La voiture s'arrête. Fernand donne un petit coup de klaxon. Jeannot sort tête nue, s'incline en direction de la voiture, la main sur le cœur, puis il pousse les 2 lourds battants du portail. Félie se penche. Par la vitre arrière, elle aperçoit 2 ombres. 2. Ainsi la dame n'est pas toute seule comme elle le croyait. Peut-être est-ce une femme de chambre ou une cuisinière. Félie est trop loin pour en savoir davantage. D'ailleurs, le portail se referme. C'est fini. Songeuse, Félie revient vers sa maison, sous la pluie qui redouble. Est-ce que la dame vient habiter sa maison pour de bon? Félie se sent triste tout à coup, peut-être parce qu'il pleut si fort, mais surtout parce que cette fois, ça y est, la dame est là, la dame si distinguée, si intimidante. Félie a peur. Sa plage lui semble tout à coup très lointaine, perdue derrière un rideau de nuages noirs, gardée par une vilaine fée carabosse. Peut-être même qu'il n'y a plus de plage derrière le grand mur tout neuf. Peut-être que tout a disparu. Félie frissonne, remet une bûche dans la grande cheminée. Et Mamita qui ne revient pas, si elle avait eu un accident. Félie, si raisonnable d'habitude, n'y tient plus. Elle remet sa pèlerine, elle sort sous la pluie, elle court sur la route détrempée. Elle n'est plus qu'une petite fille angoissée. Félie, ma Minette, mais que fais-tu là par un temps pareil? Oh, Mamita, Mamita, Mamita. Félie se serre contre l'imperméable noir de Mamita et elle pleure, elle pleure. Ma chérie, qu'y a-t-il? Félie ne peut rien expliquer. Elle ne peut pas dire à Mamita qu'elle s'est crue abandonnée, perdue. Elle ne peut que pleurer. Mamita, qui comprend les choses sans qu'on ait besoin de les dire, se contente de caresser les cheveux trempés de sa petite fille. Puis, quand les sanglots se sont un peu apaisés, elle l'installe sur la selle de son vélomoteur. « Tiens-toi bien, ma minette. On rentre à la maison. » Heureusement que Félie a trouvé sa maman à 300 mètres à peine de quai Bordanique. Désolée comme elle l'était, elle aurait été capable de courir jusqu'à Sarzeau. Mamita a rapporté des gâteaux. Pour une fois, elle ne laisse pas bouillir le café ni s'échapper le lait par-dessus la casserole. Le bon goûter. Félie se sent revivre. Mamita s'est changée, mais ses cheveux dénoués flottent sur ses épaules. Comme cela, elle n'a pas du tout l'air d'une grande personne. Elle rapporte à Félie tout ce qu'elle a vu à Sarzeau. Elle la fait rire en lui racontant sa séance chez le dentiste. Félie a pris la main de Mamita. Elle la frotte sur sa joue doucement. Ses yeux brillent d'une joie retrouvée. « J'ai vu aussi Madame Narvor, » dit Mamita. « La belle au bois dormant ?» Mamita éclata de rire. « Un joli surnom, ma Minette, et il lui va fort bien. Elle m'a dit que Zoum, sa chatte siamoise, attendait des petits, et elle m'a chargé de t'annoncer qu'elle t'en réservait un, et que tu choisirais toi-même. Oh, Mamita, c'est vrai? Un petit chat siamois? » Félie est tellement heureuse qu'elle en oublie de parler à Mamita de l'arrivée de la dame. Ce n'est que le soir, alors, qu'elle est déjà dans son lit, et que Mamita est venue lui dire bonsoir, que la chose lui revient. « Mamita, tu sais, la dame est arrivée. »« Quelle dame, Minette? »« La dame de la maison neuve. » »« Ah, dit Mamita. » Elle reste silencieuse un moment, puis elle ajoute en embrassant Félie. « Eh bien, Félie, je te tiendrai ma promesse. J'irai la voir le plus tôt possible. » Et Félie, rassurée, ne tarde pas à s'endormir. Mamita a proposé à Félie de l'accompagner chez Madame Arnald de Job, mais Félie n'a pas voulu. Elle avait peur que la dame ne la reconnaisse. Mamita, pour une fois, a mis une jupe. Elle vit en pantalon, c'est tellement plus pratique. Et elle s'est même fardée. Félie a trouvé qu'ainsi, elle était encore plus jolie.
À tout à l'heure, Félie. D'un pas décidé, Mamita a pris la direction du grand portail là-bas, au bout du hameau. Et Félie n'a plus eu rien d'autre à faire qu'à attendre, le cœur battant. 3/4 d'heure après, Mamita est revenue, le visage fermé, les yeux étincelants. Ophélie a tout de suite compris. D'un pas décidé, Mamita a pris la direction du grand portail là-bas, au bout du hameau. Ophélie n'a plus eu rien d'autre à faire qu'à attendre, le cœur battant. 3/4 d'heure après, Mamita est revenue, le visage fermé, les yeux étincelants. Ophélie a tout de suite compris. Pourtant, elle a demandé d'une petite voix anxieuse. « Alors, Mamita ?»« Alors, oh, ma pauvre Ophélie, c'est non. Madame Arnal de Jo veut que personne, et pas même toi, ne puisse traverser sa propriété. »« Oh, Mamita !» Je suis arrivée là-bas. Le brave Janos m'a conduit jusqu'à la maison. J'ai été introduite dans une grande pièce admirablement meublée, très chaude, très intime. Un grand feu de bois brûlait dans la cheminée. Des revues traînaient sur un canapé. Je me sentais presque rassurée lorsque Madame Arnal de Jo est entrée. Elle a les cheveux blancs immaculés de traits réguliers, du maintien. Ses yeux clairs sont posés sur moi. Je me suis jetée à l'eau. Je lui ai expliqué notre cas, ton cas à toi, ma Minette. Je lui ai dit que la seule façon pour nous d'aller à la mer était de passer par sa propriété. Je lui ai expliqué combien tu aimais la plage, qu'il serait cruel de t'en priver. Enfin, j'ai plaidé ta cause de mon mieux. Et puis, demanda Félie. Et puis, elle m'a écouté en silence, poliment, une main sur son menton. Quand j'ai eu terminé, elle a eu un petit sourire. Je croyais déjà la partie gagnée, mais elle s'est contentée de dire « Quel dommage, chère madame, que vous n'ayez pas eu l'idée de me parler plus tôt de cette situation. Oui, quel dommage. J'aurais alors donné l'ordre de faire construire le mur légèrement en retrait afin de ménager un passage pour votre fillette. Mais hélas, le mur est construit, bien construit, et vous comprendrez aisément que je ne puis songer à l'abattre. » Elle me regardait. Comment te dire, ma Minette? Elle avait à la fois un air triste et sévère. D'ailleurs, son visage s'est refermé, et c'est d'une voix plus sèche qu'elle a ajouté. Les choses étant ce qu'elles sont, je suis au regret de vous dire, madame, que je ne puis vous accorder l'autorisation que vous sollicitez. Je tombai de haut. Mais c'est une petite fille très sage, ai-je dit. Elle ne cueillera pas vos fleurs, elle ne touchera à rien. Je puis me porter garante de sa discrétion. Elle m'a interrompu d'un petit geste de la main. Il suffit, madame, a-t-elle dit. Je ne doute pas des qualités de votre fille, et cependant ma décision est sans appel. La moutarde commençait à me monter légèrement au nez. Je me suis levée. Madame, je conçois votre désir de solitude, mais si je vous promettais que ma fille passera en silence dans votre jardin sans s'arrêter, sans parler à qui que ce soit. Elle a haussé légèrement les épaules. Son visage était complètement fermé. Non, a-t-elle dit, je ne le peux pas. J'ai d'impérieuses raisons pour ne pas le permettre. Moi, que voulais-tu que je dise de plus? Je ne pouvais tout de même pas me mettre à genoux. Mais je n'ai pu empêcher d'ajouter. Je vous plains, madame, sans doute n'avez-vous jamais eu d'enfant, mais... Alors elle s'est levée, hors d'elle. J'ai cru qu'elle allait me pousser dehors, mais non, elle m'a simplement murmuré. Ne parlez pas de ce que vous ignorez. Et puis elle m'a dit sur un ton de voix redevenu mondain. Adieu, madame, c'était fini. En passant, Janos m'a interrogé. Il devait me guetter. Alors, oui, non, Janos, lui ai-je dit. Il a froncé ses gros sourcils. Moi bien savoir, a-t-il soupiré. Permission pas possible. Mais pourquoi, Janos? Il a mis un doigt sur ses lèvres. Chut, a-t-elle dit. Secret de patronne. Défendu, défendu. Il m'a ouvert le portail. Voilà. Un grand silence tombe dans la pièce. Félie a écouté le récit de Mamita sans en perdre un mot. C'est drôle pour le moment. Elle ne se sent pas triste. Intriguée plutôt, et presque fascinée. Il y a un secret dans la maison neuve. Lequel? Pour le moment, elle ne songe plus à sa plage désormais interdite. Le chagrin viendra plus tard. Dis, maman, d'après toi, quel est ce secret de Madame Arnal de Jo?
Mamita, encore toute irritée, lève les bras au ciel. Je n'en sais rien, Feli, mais pour moi, il n'est pas de secret qui puisse empêcher une petite fille comme toi d'aller jouer dans le sable et dans la mer. Il faut que Mamita soit bien fâchée pour parler ainsi. Après tout, pense Feli, puisqu'il s'agit d'un secret, comment savoir? Peut-être que la dame ne peut vraiment pas donner la permission. D'après ce que raconte Mamita, on dirait une dame triste plutôt qu'une dame vraiment méchante.